Commencer. Bonjour à tous. Donc les gens arrivent au compte-gouttes, mais on va pas perdre de temps pour vous libérer ce dimanche et surtout toi, Nadia, qui va avoir plein de choses à faire. Du coup, je vais présenter très rapidement déjà bienvenue à toutes nos sœurs francophones sur cette discussion en français, parce qu'on a l'habitude d'avoir pas mal de discussions en anglais, mais on a aussi du contenu en français. Alors, désolée, je vais désactiver mon WhatsApp. Donc, je me présente Madhula Diakité, je suis coordinatrice de l'espace francophone pour Zaha Zwim. Et là, on conduit notre 4e discussion Be You Powerfully en français et on va aborder le thème du leadership intergénérationnel avec Nadia aujourd'hui, qui est une intervenante exceptionnelle. Elle aura l'occasion de se présenter. Mais j'aimerais en quelques mots parler de Zahara pour les personnes qui assistent à la discussion pour la première fois. Donc, on a Zahara, c'est un objectif, c'est bâtir un changement positif dans la vie d'autres jeunes femmes et cela dans le monde entier. Donc, pour toutes les jeunes femmes qui ont l'occasion de participer à nos activités, c'est notre objectif. Et celui-ci repose sur 4 piliers que vous aurez l'occasion de connaître et de découvrir sur nos plateformes et sur notre site internet. Mais très brièvement, ces 4 piliers, c'est le premier, c'est opportunité. Qui s'engage, enfin c'est un pilier qui s'engage à créer un espace d'échange entre plusieurs femmes afin de leur permettre justement d'avoir accès à différentes opportunités professionnelles. Le deuxième objectif, c'est un objectif de rôle modèle. On le voit souvent à travers notre programme de mentorat qui vise à mettre en relation des jeunes femmes qui cherchent justement des conseils avisés pour leur carrière professionnelle, mais aussi à s'équiper sur le plan personnel. Le troisième volet, c'est la confiance en soi. On le voit aujourd'hui avec le format Be You Powerfully, qui repose sur un format de discussion. Tout simplement sur plusieurs thèmes. Aujourd'hui, on parle de leadership, on a eu l'occasion de parler de santé mentale, on a eu l'occasion de parler d'entrepreneuriat, mais également de la manière dont on peut intégrer des organisations internationales. Donc, les sujets sont très divers et l'objectif, c'est vraiment d'outiller et de renforcer la confiance en soi. Le quatrième volet, c'est Power Jacket. Ça repose sur le don d'équipements, de vêtements professionnels. C'est un volet qui est en cours de développement, mais l'idée, ce serait de permettre à chacune d'entre nous de faire un don et de recevoir des dons pour être équipés pour nos futurs entretiens professionnels, etc. Donc ça, c'est en quelques mots ce que fait Zahara, mais il faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, pour voir ce qu'on fait et ce qu'on prévoit également pour l'année 2021. Et aujourd'hui, pour revenir sur le sujet central, on a Nadia, qui est une professionnelle féministe, qui est professionnelle dans le développement international et qui a notamment une passion pour les questions de genre et spécifiquement dans le domaine de la philanthropie. Vous allez avoir l'occasion d'échanger avec elle. Elle va nous faire une présentation d'une vingtaine de minutes. Et par la suite, on vous invite tous à soumettre vos questions dans la petite fenêtre de chat pour pouvoir interagir avec elle. Donc voilà, en quelques mots, je ne veux absolument pas monopoliser la parole. Donc Nadia, je te laisse la parole pour que tu puisses t'introduire et nous parler de ce sujet très important. Juste une petite précision, on ne parle pas juste de leadership, on parle de leadership intergénérationnel. Donc c'est vraiment l'occasion de se poser des bonnes questions sur quel leadership on voudrait avoir pour les générations futures et quelles sont les failles qu'on peut observer aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole, Nadia. Merci encore. Merci Madula et bonjour, enfin bon après-midi à tous ou bonjour, je ne sais pas d'où tout le monde nous appelle. Alors je m'appelle Nadia, je suis basée à Dakar au Sénégal et je travaille essentiellement dans le secteur du développement, donc tout ce qui est ONG, recherche, plaidoyer, etc. Depuis le début de ma carrière et ce sujet de leadership intergénérationnel m'a toujours intéressée parce qu'il intervient toujours. Il a toujours intervenu, en tout cas, à tous les moments de ma carrière. Et là, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille, donc j'en ai fait une passion presque.
Donc, je vais pas trop parler, je vais essayer de faire que aussi l'échange soit aussi interactif que possible. Donc, on va déjà commencer quand même par un petit icebreaker et on va demander à tout le monde qui est là de prendre un petit bout de papier ou bien, si vous n'avez pas de bout de papier, de juste réfléchir et de réfléchir à quoi est-ce que vous pensez quand on vous dit leadership intergénérationnel? Quel est le premier mot? Et un seul mot, vous écrivez un seul mot, le premier mot qui vous vient à l'esprit. On peut une petite minute, comme ça tout le monde peut trouver son petit stylo ou bien, enfin, et puis ceux qui veulent peuvent partager le mot qui leur est venu à l'esprit dès qu'ils ont pensé, dès qu'ils ont entendu leadership intergénérationnel. Madula, je te laisse choisir les intervenants. Pardon, on va fonctionner de la manière suivante. Je vais donner la parole éventuellement à Whitney. Je ne sais pas si tu nous entends. Est-ce que tu as le temps d'écrire ton mot? Sinon, vous pouvez également le soumettre dans la conversation et puis je pourrais le dire à haute voix. Allô? Est-ce que Whitney nous entend? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, pardon. Le mot que j'ai mis, c'est travail. Travail, voilà. Enfin, ce que je fais, enfin, ce qu'on fait à peu près tous au quotidien, enfin, travail, quoi. On a également un mot et le mot partage. Et toi, Madula, c'est quoi ton mot? Moi, j'ai marqué temps. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais je dis ce mot pour une raison en particulier. Est-ce que Kevin nous dit transmission? Ok. Paddy dit communication. Ok. Paul nous dit transmission également. On l'a une deuxième fois. Ben, écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas tous ces mots-là sont, comme on dit, importants à ce qui constitue le leadership intergénérationnel. Parce que ce que c'est réellement, c'est d'avoir un engagement significatif à travers les générations entre les leaders. Et donc, c'est d'être, comment on dit, d'être conscient du fait qu'il y a des opportunités de collaboration, de transmission, de partage, etc., à travers les générations. À la base, en fait, en tant qu'individu, on a des couches et des couches d'identité. Et moi, par exemple, je suis une femme noire, je suis une femme africaine, je suis une femme leader, apparemment. Je suis jeune, enfin, en Afrique, en tout cas, je suis jeune parce qu'on est jeune jusqu'à 35 ans, je pense, à l'Union, en tout cas, la définition de l'Union africaine et la majorité de nos pays. Et puis aussi de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être tout ça et d'être jeune ou vieux? Parce que en Europe ou aux États-Unis, je serais vieille, j'ai presque 35 ans. Alors qu'en Afrique, je suis jeune. Et donc, vous qui êtes là, vous avez aussi plusieurs identités que moi. Et donc, quand vous pensez de leadership et de leadership intergénérationnel, quelle est la première identité qui vous vient à l'esprit et pourquoi? Là, je vais demander à Madula, je vais te mettre on the spot un peu, tu vas me dire, quelle est la première identité qui te vient à l'esprit et pourquoi? Bah, bien évidemment, la première identité, c'est mon genre, le fait que je sois une femme. Parce que quand on parle de leadership, souvent, on sait qu'on n'a pas les mêmes opportunités quand on est un homme et quand on est une femme, et que le leadership féminin se présente de manière différente aussi. Donc, en tant que femme, moi, je me dis d'abord, en tant que femme, qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que je suis capable de faire. Ok. Sinon, Oui, et on va demander, je pense, le seul monsieur qui est là parmi nous, Kevin, de nous dire c'est quoi la première identité qui lui vient à l'esprit quand il pense leadership intergénérationnel? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, top.
Alors, ce qui me vient à l'esprit comme identité quand on parle d'intergénérationnel en termes de leadership, ça va être, comme je l'ai mis, transmission. Ça va plus être, du coup, bah, comme tu l'as bien expliqué, bah, cette notion de l'âge et la perception de la jeunesse et de la vieillesse en fonction de où on se trouve, quoi. Je rejoins un peu cette définition de l'identité. D'accord. Ce qui se passe aussi beaucoup, surtout pour ceux qui sont considérés jeunes, en tout cas cette génération-là, c'est qu'il y a une immense pression parce que c'est nous qui allons être les leaders du futur. Si tu es africain, c'est toi qui vas sauver le monde et sauver l'Afrique. Quand on pense au réchauffement climatique, on dit, ah, il faut que les jeunes, ils puissent travailler et c'est à eux, en fait, d'assurer l'avenir. Et en plus, quand tu es une femme, Madula l'a très bien dit, quand tu penses à ton genre, enfin moi en tant que femme, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu aies tes diplômes, il faut que tu aies un travail. Et en plus, il faut que tu sois ingénieur ou avocat ou entrepreneur ou leader. Et en plus de ça, tu dois être une épouse, une maman, parce que dans la majorité de nos sociétés jusqu'aujourd'hui, en fait, si on est une femme et on n'est pas marié ou on n'est pas parent, on n'est pas accompli, n'est-ce pas? Et moi, je suis toujours en train de demander aux gens, mais pourquoi vous vous attendez à ce que les jeunes sauvent le monde ou qu'ils réussissent toutes ces choses-là? Pourquoi ils ne peuvent pas juste être ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent faire? Dans le secteur dans lequel je travaille, par exemple dans le secteur du développement, aussi, on retrouve beaucoup de jeunes et de jeunes femmes parce qu'il faut un peu cocher la case pour dire, OK, on a des jeunes et on a des jeunes femmes parmi nous. Et on se retrouve souvent dans des trucs où c'est tellement condescendant parce qu'on ne te valorise pas, on n'écoute pas tes idées. Tu es juste là, en fait, pour qu'on puisse dire qu'il y a un visage jeune qui est là. Pour beaucoup aussi, on ne nous paye pas de salaire. C'est vraiment gratuit. Donc, à la longue, en fait, tu te sens vraiment dévalorisé. Tu es tout le temps en train de tout faire gratuitement, des consultations gratuites, tu écris gratuitement, tu prends des notes dans les réunions et au final, tu as une espèce de burn-out et bien sûr, personne ne vient savoir comment est-ce que tu vas parce que dans le monde, surtout quand on parle de leader, la santé mentale, c'est le moins important dans tout ça. Et c'est surtout les réseaux et la sororité surtout qui permet que les femmes leaders et les jeunes femmes leaders puissent vraiment naviguer ces espaces-là. Et donc, quand on parle vraiment de leadership intergénérationnel, c'est de se dire, voilà les réalités dans lesquelles on existe et où on œuvre, surtout en Afrique en tout cas, et comment est-ce qu'on peut être un leader effectif dans ces espaces-là? Et qu'est-ce qu'on peut retrouver avec d'autres personnes, d'autres générations qui nous permettraient d'avoir un leadership dans lequel on se sent épanoui? Parce que ce n'est pas assez d'être leader, il faut être épanoui. Et on a par exemple à l'Union africaine, on a Aya Chebbi qui est super jeune, qui fait des choses extraordinaires. Et il faut un peu qu'on puisse suivre ce momentum-là parce que le temps sera tellement court. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut nous-mêmes en tant que jeunes femmes? Et je me mets dans ce petit lot encore pour quelques mois. C'est déjà, il faut qu'on s'informe sur les droits et l'importance à la participation de la prise des décisions des femmes. Parce que c'est une chose de se retrouver dans un espace et d'être leader, mais c'est toute une autre chose de comprendre vraiment quels sont nos droits et quelle est la valeur qu'on apporte dans des espaces où on prend des décisions. Parce que c'est pas assez d'être juste là pour servir le café ou pour prendre des notes. Il faut aussi identifier des activités dans la communauté dans les cadres desquels on peut développer des habiletés de leadership parce qu'on n'est pas né leader, c'est quelque chose qu'on apprend. Et si on ne se met pas dans des situations ou dans des positions ou dans des activités où on peut développer ces habiletés-là, à mon avis, on ne pourra pas apporter le meilleur de soi-même dans ces situations. Il faut aussi trouver des modes de communication qui sont efficaces et discerner ce qui est inefficace. Euh, Quand on communique, surtout à travers les générations, il y a une manière dont je parle à Madula que je ne parlerai pas à quelqu'un qui vient d'une autre génération, surtout si je veux qu'on m'écoute. Et il faut donc être conscient de ces différences-là et d'apprendre un peu les mots qui sont les plus efficaces dans quel contexte. Il faut aussi revoir l'importance d'une forte introduction. Et je dis ça beaucoup parce que surtout dans le monde d'aujourd'hui, on est un peu obsédé par les jeunes leaders. Alors,
comment est-ce qu'on se démarque en tant que jeune leader? Comment est-ce qu'on voudrait qu'on se rappelle de nous, surtout dans un monde où il y a de l'information, on a accès à ça tellement rapidement. En 5 minutes, tu as la bio de tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on se démarque? Et puis, il faut professionnaliser son leadership. Donc, il y a des étapes qui permettent d'accroître les habiletés de leadership. Il faut qu'on se renseigne et qu'on apprenne quelles sont ces étapes-là. Il faut aussi se créer un modèle de leadership personnel. Parce que quand on est leader, surtout dans un contexte à travers plusieurs générations, qu'est-ce que ça représente pour moi, qui est toutes ces couches d'identité d'être leader? Pourquoi, qu'est-ce qui est différent de mon style de leadership et qu'est-ce qui est différent de celui de Madula ou de Kevin, par exemple? Et il faut être conscient de ça et essayer de développer son leadership personnel. Il faut aussi, heureusement ou malheureusement, prendre part à la vie associative, surtout pour ceux qui sont à l'école ou à la fac, parce que ce sont les espaces qui nous permettent vraiment déjà de transmettre, mais de surtout échanger, de communiquer avec des autres, surtout si on se dit leader, parce qu'on ne parle pas que de soi-même, mais on représente beaucoup de gens qui comptent sur nous. Et quelque chose qui est super utile aussi, c'est d'intégrer des réseaux de jeunes femmes leaders. En Afrique, ça existe beaucoup parce que, comme on a compris plus tôt, le contexte est assez compliqué. Donc, quand on a une sororité un peu qui nous soutient, c'est à travers ces réseaux-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend des autres? On attend qu'ils nous écoutent, qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous laissent être des leaders. Parce qu'on se retrouve souvent dans des situations où on te dit, oui, tu es leader, mais en fait, tu ne prends aucune décision ou bien on n'écoute pas vraiment ce que tu dis. Et on a aussi besoin d'une espèce de mentoring parce que aussi souvent, surtout les institutions du continent, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, on rencontre toujours des gens d'autres générations qui ont été, par exemple, depuis plus longtemps que nous. Alors, quel type de mentorat existe pour un peu transmettre justement ce qu'on apprend, ce qu'on voudrait échanger, etc. Mais ce qui est très important, c'est aussi de se rappeler que ce n'est pas que le fond qui est important, mais la forme aussi. Dans une salle de conférence, comment est-ce qu'on s'assoit? Est-ce qu'on met toutes les personnes âgées au-dessus, sur une table un peu au-dessus, et puis les plus jeunes dans un cercle autour de comment est-ce qu'on s'assoit et quel est le message qu'on est en train de transmettre justement dans ça. Et il faut aussi qu'on se rappelle, surtout les jeunes comme nous, parce qu'on a du mal souvent à écouter et qu'on se rappelle qu'en fait, chaque période de sa vie, c'est une transition. J'avais 20 ans avant, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Demain, j'aurai 40 ans. Après-demain, j'aurai 50 ans. Et donc, on est tous on va tous passer par ces phases-là. Et donc, il faut soutenir et il faut avoir des actions qui permettent de reconnaître et de prendre en compte que tout n'est qu'une transition d'une étape à une autre pour chacun d'entre nous. Ce qui est super important aussi, c'est le co-leadership. Je ne sais pas le mot en français, mais c'est le leadership ensemble, comme on dit. Il faut être ouvert d'esprit, il faut être curieux. Il faut être aimable et il faut surtout qu'il y ait une culture de respect parce que si on ne se respecte pas à travers les générations, la transmission et la collaboration sont super compliquées. Tout le monde a des faiblesses et tout le monde a des forces. Comment est-ce qu'on transmet nos forces à travers les générations? Par exemple, moi, je sais pas utiliser Twitter. Et je me dis, comment est-ce que j'engage d'autres personnes qui sont plus jeunes que moi et qui ont des forces, par exemple, dans les réseaux sociaux, pour pouvoir apprendre et partager? Et il y a aussi le concept de situational leadership. Et je ne sais pas comment on le dit en français, mais il n'y a pas une seule manière d'être un leader. Et donc, le leadership effectif, c'est un leadership comment on dit, qui est fait par rapport aux tâches. Et les leaders qui ont le plus de succès, c'est ceux qui arrivent à adapter leur style de leadership
aux personnes auxquelles ils font face, aux situations dans lesquelles ils se trouvent, aux situations même qu'ils veulent influencer ou l'idée. Et donc, ça varie souvent en fonction de la personne ou le groupe qu'on essaye d'influencer un peu. Mais ça dépend aussi du travail qu'on nous demande de faire au moment même. Bon, je ne vais pas parler encore plus longtemps parce que j'aimerais quand même écouter un peu ce que les autres pensent ou s'ils ont des questions. Mais bien qu'on soit plus ou moins, on ressemble un peu à la génération dans laquelle on se trouve, en réalité, il y a beaucoup plus de facteurs qui impactent sur qui on est et le type de leader qu'on est, la biologie, la psychologie, la culture, nos expériences dans la vie. Donc, même si c'est important de comprendre plus ou moins le style de leadership que certaines générations ont, ce n'est qu'une seule manière de voir les gens et ce n'est qu'une seule manière de voir comment les gens peuvent travailler ensemble en équipe. Donc, le plus important, c'est en fait de se dire qu'on a plus en commun que qu'on a qui est différent et que si on reste ouvert d'esprit, on reste curieux et on reste aimable et on a une culture de respect, on peut faire beaucoup de choses ensemble en tout cas. Donc, je vais m'arrêter là et puis je suis ouverte aux questions, aux échanges, etc. Merci Nadia. Encore une fois, pour l'audience, n'hésitez surtout pas à poser des questions spontanément. Moi, j'en ai une, Nadia. Tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure quand tu disais que parfois, on va utiliser un petit peu le label de jeunesse sans vraiment leur donner des responsabilités. Dans ce cas de figure, en fait, ça peut créer pas mal de situations inconfortables au niveau professionnel où on peut être sous la responsabilité d'un homme, d'une femme et ne pas savoir finalement pourquoi on nous a mis à cette place-là. On se dit qu'on a les compétences, qu'on a les capacités, mais qu'on ne nous donne pas cette place. Selon toi, quels sont les outils je suis un peu fatiguée de ce mot, de résilience, ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut essayer de réagir, ou en tout cas essayer de s'imposer dans ce type de configuration où on a l'impression qu'on ne nous utilise pas pour ce qu'on a à offrir, mais pour ce qu'on peut représenter en tant que label de jeunesse. Écoute, trois choses ont toujours marché pour moi. Le premier, c'est d'être super informé, donc de toujours avoir les réponses. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que dès que malheureusement, on doit travailler 2 fois plus dur. Donc, dès que tu n'as pas une réponse à quelque chose, c'est une raison pour dire, ah ben voilà, c'est pour ça qu'on ne lui fait pas confiance. Donc, il faut déjà toujours être préparé pour un échange, pour le sujet, pour la thématique sur laquelle vous travaillez. Le deuxième, c'est qu'il faut toujours avoir des alliés. Parce que qu'on le veuille ou non, on aura toujours face à nous des gens peu importe la génération dans laquelle on va se trouver d'ailleurs, pas seulement quand on est jeune, mais on aura toujours face à nous des gens avec qui on ne pourra pas travailler. Et donc, il faut toujours avoir des alliés. Quelles sont les personnes qui pourront nous soutenir, mais aussi en même temps, quelles sont les personnes qui sont écoutées des personnes qu'on veut qui nous écoutent? Et c'est très stratégique, mais c'est une des meilleures manières de se faire entendre à la longue. Et le troisième, c'est de toujours avoir un réseau ou un network de personnes qui travaillent dans le même cadre, qui peuvent un peu faire en sorte qu'on n'ait pas de burn-out, avec qui on peut vraiment échanger et partager ce qui se passe au quotidien, avec qui on a des choses en commun, avec qui on peut partager les expériences. C'est super important parce que sinon, on est déprimé et après, on ne veut plus et on ne peut plus rien faire. Alors, merci beaucoup. On a une autre question qui a été soumise par Fadi, qui dit « Comment est-ce que tes premières expériences professionnelles ont dessiné ton style de leadership aujourd'hui ?» Aujourd'hui, dès que quelqu'un voit féministe à côté de ton nom, on dirait qu'il faut te mettre 2 fois plus de bâtons dans les roues. On dirait qu'il faut donc faire 10 fois plus d'efforts. Comment tu fais pour gérer au quotidien? Alors oui, c'est tout à fait vrai. Dès qu'on voit que tu es une jeune femme moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais la plus jeune femme dans mon équipe, mais surtout, je travaillais avec les militaires. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu le contexte.
Donc, c'est toujours, il faut malheureusement, en tout cas pour le moment, il faut toujours travailler 10 fois plus. Donc, moi, en tout cas, ce qui a marché pour moi et ce que je dis toujours, c'est que il faut être, comment on dit, il faut toujours être soi-même. Il faut résister à l'appel où on te dit, non, il faut que tu te fasses petite, ou il faut que tu te casses, ou bien il faut qu'on ne t'entende pas. On ne t'entende pas. Il faut toujours être soi-même, même quand c'est difficile, et il faut toujours avoir, comme j'ai dit, des alliés qui peuvent pousser dans les conversations où c'est toi qui prends le lead, qui viendront soutenir tes arguments. Mais en même temps, il faut aussi avoir ton petit sister circle, si on peut appeler ça, des gens avec qui vraiment tu peux échanger, avec qui vous faites face, pardon, aux mêmes choses et avec qui vous pouvez échanger. Mais c'est surtout un moyen même juste de sortir tout ce qui se passe au quotidien et d'assurer sa santé mentale surtout. Et donc, pour moi, ce sont les trois choses qui ont toujours marché dans tous les contextes où j'ai pu me retrouver. J'espère que j'ai répondu. Et puis bon, quand on voit, écoute, les féministes, at the end of the day, à chaque fois, on sait déjà dès qu'on vient, moi j'ai toujours eu ça même au boulot, c'est ah voilà, celle-là, voilà la féministe du bled qui se ramène, qui va toujours argumenter. C'est le rôle en fait, il faut aussi choisir ses batailles. Parce que sinon, ça nous zappe trop notre énergie. Donc, quand tu te retrouves dans un contexte où tu dois parler de quelque chose, est-ce que c'est un contexte social ou est-ce que c'est un contexte professionnel? Est-ce que tu as vraiment, vraiment besoin d'argumenter ou est-ce que tu veux juste prendre ton dîner et rentrer chez toi? Est-ce que souvent aussi, c'est juste assez de dire, écoute, je ne suis pas d'accord, mais on en reparlera à un autre moment. Donc, il faut surtout choisir le moment où on s'implique en tant que féministe en tout cas et être sûr qu'on soit prêt émotionnellement à mettre son énergie dans ça. Surtout aujourd'hui sur Twitter, tu peux passer toute une journée à te disputer avec des inconnus. Sur quelque chose, ça te zappe toute ta journée, ça te zappe toute ton énergie, alors qu'en fait, il fallait juste au début prendre une décision et dire, OK, est-ce que c'est le meilleur endroit? Est-ce qu'il y a une meilleure manière de vocaliser ce que je ressens ou ce que je pense? Comment est-ce qu'il y a même un potentiel pour que cette personne qui est face à moi m'écoute ou comprenne ce que je dis? Et les réponses à ces questions-là te permettront aussi de savoir si c'est vraiment le moment de s'engager un peu dans un échange ou dans une conversation avec cette personne. Mais quelque chose aussi qui marche souvent aussi beaucoup pour moi, c'est le fait d'écouter pour comprendre et non écouter pour répondre. En tant qu'être humain, on fait ça beaucoup. À chaque fois qu'on écoute quelqu'un, on écoute parce qu'on veut répondre à la personne. On n'écoute pas nécessairement pour comprendre. Donc, j'ai toujours un stylo et un papier. Et j'écris ce que la personne dit parce que aussi, si jamais tu réponds à la personne, il ne faut pas répondre aux préjugés ou à ce que tu penses que la personne a voulu dire. Parce que ça aussi, ça nous arrive beaucoup en tant que féministe. Il faut répondre à ce que la personne a dit. Et si tu écris, tu sais exactement ce que la personne a dit. Ce n'est pas l'interprétation que tu as eu à avoir, par exemple. Donc, c'est des petits trucs du quotidien, mais ça t'aide vraiment à préserver ton énergie, surtout dans les espaces où tu es souvent la plus jeune ou bien tu es la seule féministe et tout. Super, merci beaucoup. On a une autre question du coup de Kevin qui dit est-ce que ce serait possible de revenir sur la notion de mentoring et en quoi cela peut t'aider à développer son leadership? Bien sûr. Alors, un truc que je vais dire aussi, c'est que même les gens de 50 ou de 60 ans ont des mentors. D'accord? Le mentoring, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement pour les jeunes. Et je pense que souvent, c'est un mythe de penser que ce n'est que les jeunes qui ont besoin de mentors. Tout le monde a besoin de mentors. Surtout dans un contexte où on évolue professionnellement. On a besoin de quelqu'un qui a une expérience un peu plus longue et variée que nous, qui peut échanger avec nous et nous orienter un peu mieux. On a aussi besoin d'une ouverture à des espaces et des réseaux auxquels on n'aurait pas eu accès
quand on fait tout seul, un peu dans son coin ou avec sa génération. Et si on veut vraiment changer, moi je travaille dans le développement, si on veut vraiment changer nos sociétés ou nos communautés, on peut pas le faire, c'est pas une génération qui doit le faire. Et donc, on a besoin souvent de mentors qui font partie d'autres générations pour pouvoir faire ce lien-là et permettre à d'autres aussi de voir. Et je pense aussi que le mentorat est super important pour aider les gens à rêver un peu. Parce que quand tu as 13 ans et tu vois une dame de 30, 40 ans qui est parlementaire, qui vient de ton village, et tu te dis, ah, elle peut faire ça, ça te permet vraiment de rêver, de voir que ta vie, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Certes, ça sera difficile, mais c'est possible. Donc, je pense que c'est un peu ça. Et je pense que c'est aussi ce que Zahara's Dream essaye de faire et de partager avec tout le monde. Bien évidemment, évidemment, c'est hyper important. On en parle très souvent du mentorat et la mise en place du programme de mentorat, elle vise justement à corriger ces formes d'inégalité ou en tout cas ce manque d'accès aux conseils, à la transmission. C'est difficile de se projeter à un endroit si on n'a même pas de visibilité dessus, si on ne sait même pas que ça existe, si on ne sait même pas que c'est accessible pour nous. Et le mentorat, c'est un moyen justement de pouvoir bénéficier de conseils, d'avoir des opportunités d'emploi, de savoir quelles études, comment s'équiper pour un emploi. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on a aussi une discussion qui s'est tenue avec Fatih Hassan du NEPAD qui expliquait comment intégrer une organisation internationale. Et là encore, c'est cette démarche de mentorat où on peut avoir des conseils de grandes sœurs qui nous disent, voilà, moi, j'ai appris ça en évoluant et je vous recommande de passer par là, de faire ci, parce que moi, à l'intérieur, je sais que ça se passe comme ça. Donc ouais, pour juste confirmer ce que tu viens de dire, Nadia, le mentorat, c'est juste la base de tout, en fait. On a des parents qui nous enseignent des valeurs, qui nous orientent, qui nous conseillent comme ils peuvent, mais ils ne peuvent pas tout faire. Et malheureusement, on en manque beaucoup. Donc, merci pour tes conseils et Zahara essaye de travailler en ce sens-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas à les soumettre. Moi, en tout cas, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Tu nous as demandé de te donner des mots pour justement t'illustrer ce que signifiait le leadership intergénérationnel. J'aimerais savoir comment est-ce que le mot intergénérationnel fait de la différence par rapport au leadership. Pourquoi aujourd'hui on doit parler d'intergénérationnel? Quels sont les problèmes que tu as pu identifier au cours de ta carrière et quelles sont les formes de solutions, même si tu en as donné quelques exemples, si jamais on doit sortir de ce talk en disant, voilà, aujourd'hui, moi, je vais appliquer un leadership intergénérationnel et j'ai envie que les personnes qui me mentorent ou en tout cas mes aînés s'inscrivent dans cette démarche-là. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais, par exemple? Alors, déjà, de un, je pense que le contexte est super important parce que le type de... Déjà, de toute façon, on a toujours eu besoin de leadership intergénérationnel. Peut-être que ce n'est que maintenant parce on a un peu une génération de jeunes qui est beaucoup plus vocale, qui est beaucoup plus visible, qui a un peu plus d'influence je trouve que les réseaux sociaux ont permis vraiment à une génération d'avoir accès à un espace où ils pouvaient express, je ne sais pas le mot en français, leurs opinions, se faire entendre, se mobiliser, etc., que d'autres générations avant, en tout cas, les réseaux sociaux n'avaient pas. Et donc, je pense que bien que le leadership intergénérationnel ait toujours été important, maintenant, ça prend encore plus d'importance parce que il n'y a pas d'autre choix que de valoriser le leadership intergénérationnel. Et on fait face aussi à des problèmes assez complexes qu'on ne peut pas résoudre dans une génération d'abord, pour commencer, et aussi parce que chaque individu est une couche, à plusieurs couches d'identité, d'influence, de force et de faiblesse
vous imaginez un peu la force si c'est des liens qui sont tissés à travers les générations avec toutes les expériences que tout le monde peut apporter pour résoudre aux problèmes. Quand je pense, je sais pas, je pense par exemple à quelque chose de simple comme enfin de pas simple, mais le réchauffement climatique ou bien le mariage précoce. Ça, c'est des trucs qui peuvent pas être résolus par une génération. C'est impossible. Et puis quand tu regardes même l'Afrique, la majorité des leaders, en tout cas des leaders visibles, ce sont des vieux hommes. c'est partout. Et donc, sans leadership intergénérationnel, comment est-ce qu'on peut vraiment changer les choses alors qu'on ne s'identifie même pas à nos leaders, alors que nos leaders ne comprennent même pas notre quotidien? Et donc, je pense que c'est des choses qu'il faut que les aînés acceptent, mais aussi, il faudrait aussi qu'il y ait un, comment je peux dire ça? C'est pas assez de, comme on dit en anglais, you pay lip service. C'est pas assez de dire que on veut bien écouter les jeunes. C'est toujours, c'est qui invite l'autre dans son espace. Et c'est qui définit l'espace où on va prendre des décisions. Et c'est dans les petites choses comme ça, c'est dans la forme, mais c'est aussi dans le fond. Et donc, je pense que pour ma part, c'est de trouver les alliés un peu à travers les générations qui attirent l'attention des gens sur ces idées-là et qui poussent les gens à penser un peu plus loin que des systèmes hiérarchisés. Parce que surtout en Afrique francophone, et même pas seulement en Afrique francophone, mais j'ai l'impression que le monde francophone est super hiérarchisé. On a un boss qui a un boss qui a un boss, et donc toi, Madioula, pour pouvoir parler à ton boss là-bas en haut qui prend les décisions, tu dois passer par 20 000 personnes. Si celui du milieu ne t'aime pas, enfin, c'est tout un arsenal en fait. Et je pense que sans l'échange qui permet vraiment de dire, OK, voilà le problème, et si on change ça, on peut arriver à X, Y résultat. Là, je pense que ça peut changer un peu la donne. Pour autant, je relis juste la question de Kevin, en fait. Mais d'ailleurs, désolée, il y a les enfants qui font plein de bruit. Mais d'ailleurs, juste si je peux me permettre, Oui, Kevin, oui. peut-être qu'il répond d'abord à la question de Kevin, je passerai après. Alors justement, comment pourrait-on chercher à s'imposer sur ces thématiques comme l'écologie, le développement durable? Déjà, il faut savoir de quoi on parle. Parce que je trouve que surtout beaucoup aujourd'hui, parce que si tu as une opinion, tu vas juste online sur ton compte, etc. Tu tapes ton opinion et puis il faut savoir de quoi on parle. Il faut s'informer. Quand on parle d'écologie, quand on parle de développement durable, est-ce qu'on sait vraiment est-ce qu'on sait ce dont on est en train de parler, ou bien on a juste vu on a regardé un documentaire de 30 minutes à la télé et subitement on est expert. C'est déjà ça de un, c'est qu'il faut vraiment être informé. De deux, il faut essayer d'intégrer les réseaux parce qu'on n'est pas seul à se soucier de ces questions-là. Donc, quels sont les réseaux auxquels on a déjà accès, d'abord pour commencer? Ensuite, quels sont les mentors qu'on a qui ont de l'influence? Qu'on peut approcher dans nos communautés, parce qu'on a aussi tendance à souvent rêver et puis essayer de changer ce qui se passe là-bas, parce que c'est plus facile, bien sûr, de critiquer ce qui se passe là-bas. Mais là, chez nous, dans notre environnement du quotidien, dans nos communautés, quels problèmes de développement durable et d'écologie auxquels on fait face? Est-ce qu'on a des problèmes par exemple, est-ce que les gens recyclent dans nos communautés, tout simplement? Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut mobiliser les gens? Et donc, je pense que c'est aussi ça, c'est d'essayer aussi de changer des petites choses au quotidien, mais pas seul, en mobilisant les autres. Parce que la valeur d'un leader, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on mobilise les autres qui nous rejoignent dans ce journey, je ne sais pas le mot en français, désolé, mais comment est-ce qu'on mobilise les autres et comment est-ce qu'à travers cette mobilisation-là, on accède d'autres réseaux de personnes qui sont peut-être pas de la même génération, mais qui font la même chose plus ou moins. Comment est-ce qu'on partage nos expériences pour pouvoir faire les choses différemment peut-être? Parce que si on fait la même chose depuis 20 ans et que ça n'a pas marché, comment est-ce qu'on peut changer ça? Donc, je pense que c'est ça, de s'informer,
de mobiliser les gens dans nos communautés et aussi d'accéder à des réseaux. Et on ne peut accéder à des réseaux qu'à travers des mentors. Donc, comment est-ce qu'on identifie des mentors, soit dans nos communautés, soit à travers les réseaux qui existent déjà, soit à travers les plateformes comme Zahara's Dream pour pouvoir évoluer et avoir accès donc à ces espaces-là où on peut vraiment influencer quelque chose. Parce que c'est en fait ça, c'est quels sont les espaces qu'on peut influencer. Et c'est de prendre des décisions stratégiques parce qu'en même temps, on ne peut pas être partout tout le temps. Et donc, tu te dis, toi, Kev, cette année, en décembre, je veux changer X. Alors, c'est qui a le pouvoir pour faire ça? Et comment est-ce que j'ai accès à cette personne-là pour lui apporter mes idées, pour essayer de changer la donne, etc. Et d'avoir des deadlines, de se dire, OK, pendant 6 mois, voilà ce que je veux faire pour aboutir à X résultats à la fin. Parce qu'il faut être super stratégique, mais il faut aussi avoir des deadlines parce que sinon on peut se retrouver à essayer de changer quelque chose qui requiert un investissement de 5 ans en une année. Enfin, il faut vraiment savoir dans quoi on s'engage et quand on s'engage d'être sûr de ne pas éparpiller son énergie. Merci beaucoup, Nadia. Moi, en fait, je voulais parler, par exemple, de l'agenda 2063. Moi, ça me fait toujours un peu rire quand je vois ce type d'initiatives qui viennent de grandes institutions. Quand les gens qui le pensent, les gens qui souhaitent le mettre en œuvre, ne seront probablement pas en vie en 2063. Et c'est dans ce contexte, si jamais on retourne un petit peu cet argument de il faut être formé, il faut se renseigner, savoir de quoi on parle, intégrer des réseaux. Qu'est-ce que font aussi les institutions pour intégrer les jeunes? Ça fait un peu écho à ma première question sur ce label ou ce quota jeunesse. Je pense que la transmission aussi passe par l'inclusivité, l'intégration de la jeunesse, mais d'une manière sincère, pas en termes de quotas. Parce que finalement, moi, entre ma génération, et même si je me considère comme très jeune, et les post-2000, ceux qui sont nés en 2015, oui, 2005, 2007, les adolescents d'aujourd'hui, il y a un fossé. Donc, si moi, je dois penser leur monde sans essayer de comprendre comment ils fonctionnent, on est d'accord qu'il y a quand même un problème. Et est-ce que dans ton expérience, ou en tout cas dans le domaine de la coopération internationale, du développement, etc., tu penses qu'on est dans une voie positive d'intégration de la voix des jeunes ou, encore une fois, on répond à une logique de quota Je pense qu'on est beaucoup plus avancé qu'on était il y a 10 ans. D'accord? Ça, il y a 10 ans, c'était vraiment pour les quotas. C'était vraiment, vraiment pour les quotas. Maintenant, il y a un peu plus comment on dit, de momentum et de réelle envie de sincèrement intégrer les jeunes dans les instances de prise de décision. Le challenge avec les institutions, surtout les grosses institutions, c'est que ce n'est pas un avis qui est porté par tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera partout. Et donc, il y a certaines personnes qui sont des alliés, qui poussent à ce que ce soit pas juste lip service, que ce soit pas juste tokenization, que ce soit vraiment un engagement réel. Et il y a ceux qui disent, oh non, de toute façon, ces jeunes-là. Donc, je pense que il faut qu'on soit conscient de cette réalité-là, de toute façon. Mais moi, Nadia, je ne peux pas changer l'Union africaine ou l'agenda 2063. Ce que je peux changer, par contre, c'est moi, ce que je fais et avec qui je le fais. Donc, si mon objectif, si par exemple, dans le document, je ne me retrouve pas, je ne m'y réfère pas. Parce que je sais quel avenir auquel je rêve et je sais aussi les personnes que j'ai mobilisées autour de ce point-là, ce que eux ils espèrent. D'accord? Mais après ça aussi, c'est de se dire, dans ces institutions-là, qui sont les alliés? Est-ce qu'on a accès à eux? Parce que si on a accès à eux, on a aussi des points d'influence dans ce domaine-là. Et là, on peut donc amener, mais on ne peut pas le faire tout seul. Surtout pour des changements dans des niveaux, dans des institutions, il faut mobiliser un large nombre de jeunes. Donc, je pense aussi, c'est de se dire, est-ce que j'ai l'énergie de le faire? Et je pense aussi que
au niveau les institutions et les politiques publiques sont super importantes. On ne peut rien faire sans eux. Mais en même temps, je pense que la base, c'est le niveau communautaire. La base, c'est ton réseau immédiat. La base, ce sont tes amis, tes collègues. Et c'est là-bas qu'il faut commencer, en fait. Et éventuellement, on se dit qu'on aura une résonance, en tout cas à ce niveau-là, à travers des alliés. Mais tant qu'on ne commence pas par la base, on peut pas, comment on dit, on peut pas atteindre des objectifs, en tout cas, à mon avis. Désolée. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois toutes ces personnes connectées. Est-ce que vous avez d'autres questions? Inès, Laetitia, Maryse, Whitney? Le sujet reste quand même assez passionnant. Moi, je peux en parler pendant des heures. Et l'idée, ce serait d'avoir une certaine interactivité. Nadia a pas mal d'expérience. Peut-être que tu pourrais nous parler du réseau des leaders de l'Union africaine. Peut-être que tu peux nous en parler un peu? Oui, écoute, en fait, il y a plein de réseaux qui essayent justement déjà, il y a des réseaux qui essayent d'abord de mobiliser un peu les jeunes autour de thématiques dans les pays et dans les communautés. En Afrique de l'Ouest, ils ont les réseaux des jeunes femmes leaders. Dans chaque pays, au Sénégal, au Bénin, etc. Et ils ont aussi un réseau plus large, régional. Donc, il y a déjà d'abord ces réseaux-là où on se retrouve entre nous, si on peut dire ça comme ça, pour échanger, etc. Ensuite, au niveau institutionnel, à l'Union africaine, par exemple, Aya Chebbi, elle a un réseau de jeunes qu'elle essaie de mobiliser à travers le continent, justement pour changer un peu la donne dans des institutions aussi larges. Il y a aussi, moi je suis membre du réseau, c'est quoi, Femmes Médiation, Paix, Conflit, ça s'appelle FemWise, en gros. Mais en fait, c'est des médiateurs, et idéalement, en fait, ce qui se passe, c'est quand il y a une crise, on envoie justement quelqu'un du réseau pour soutenir un peu l'engagement de l'Union africaine dans cette crise-là à travers ce réseau-là. Alors, c'est un réseau immense, mais il y a des gens de différentes générations. Il y a des gens comme moi, il y a des gens plus jeunes que moi, il y a des gens qui ont l'âge de ma grand-mère. Donc, c'est vraiment un espace où on partage les expériences, mais c'est aussi un réseau et puis c'est un réseau qui est aussi dirigé par des jeunes, parce que le secrétariat qui a en charge ce réseau-là, ce sont des jeunes qui ont, je pense, essentiellement, ils ont tous moins de 30 ans. Donc, c'est aussi de voir qu'il y a vraiment des efforts, surtout, enfin, en tout cas, à travers certains espaces, à mettre des jeunes dans des positions. Mais je pense que souvent, ce qui fait défaut, c'est un peu cette culture africaine où quand les adultes parlent, il ne faut pas parler. Et donc, je pense qu'il y a des stratégies aussi autour de comment aborder des questions avec le respect qui est attendu dans ce genre de contexte, qui permet en fait qu'on nous écoute, mais aussi qu'on écoute nous aussi, parce que souvent aussi c'est ça qui cause un peu le clash, et c'est de plutôt essayer de contribuer. Donc moi en fait, en tant que jeune, comment est-ce que je contribue à FemWise de manière effective surtout, qui permet à ce qu'on réfléchisse différemment, comment est-ce que je soutiens le secrétariat, pour ceux qui ont été mobilisés par Aya Chebbi ou qui la suivent juste sur les réseaux sociaux, parce qu'elle, en fait, son mouvement, c'est juste sur Facebook, quoi. Tu vas et puis tu rejoins. Et donc, comment est-ce on prend part à ces initiatives-là? Et souvent, c'est des petites choses et après, on se retrouve là où on n'aurait pas imaginé se retrouver. Mais je pense que le truc le plus important aussi pour moi, c'est de se dire, à un certain âge aussi, est-ce qu'on ne se met pas trop la pression? Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup, surtout avec cette génération-là. Tu vois toutes les listes de les 30 qui ont moins de 20 ans ou les super leaders de cette année, etc. Et je me dis, moi, à 20 ans, d'abord, je ne savais même pas ce que je voulais faire. Et puis, je pense que je voulais être avocate ou quelque chose comme ça. Donc, je pense aussi qu'il faut on se mette moins la pression nous-mêmes et qu'on se donne vraiment la liberté et l'ouverture d'esprit qu'il faut
pour découvrir vraiment qui on est, quel type de leader on est, quel type de leader on veut être et sur quelle thématique on veut intervenir avant même d'essayer de changer un peu ces réseaux-là. Et si c'est quelque chose dont naturellement on est passionné, ça va ressortir. Mais il faut vraiment prendre le temps de développer en fait son propre style parce que ça nous permet de pouvoir aussi faire face, parce que c'est une bataille ardue, hein, c'est tout le temps ça et c'est tout le temps ça. Donc, il faut aussi qu'on soit prêt. Et pour être prêt, il faut qu'on puisse se développer. Et à 20 ans, crois-moi, c'est extrêmement difficile, surtout si on ne se connaît pas très bien soi-même et on ne sait pas, donc on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire. Donc je pense aussi c'est de se mettre moins la pression et aussi de demander à la société de nous mettre moins la pression et de prendre le temps justement de se construire et de choisir dans quoi on veut s'engager et de commencer petit, étape par étape. Ouais, ça me fait penser à une question. Est-ce qu'on doit tous être leader? Est-ce qu'on est obligé d'être Non, leader? Voilà, je pense que c'est important de le rappeler. Inès nous a souligné. non. Oui, je pense qu'il faut le rappeler. On n'est pas tous obligés de se mettre ces pressions-là. C'est ça en fait, c'est parce qu'à chaque fois que tu vois toutes ces listes-là, quoi, celui-là a 30 ans, il a, je sais pas, il a ouvert une entreprise, il a un truc, et je me dis, oh là là, mais moi j'aimerais bien. Mais en fait, on n'est pas tous leaders. C'est quelque chose qui s'apprend, mais en même temps, c'est quelque chose aussi d'assez intuitif. Et si on n'est pas passionné par les grandes causes, si on ne veut pas s'attaquer aux institutions, on n'a pas besoin de le faire. Tu peux être leader chez toi. Je veux dire, il faut aussi, je pense, il faut aussi qu'on démystifie un peu le thème leader, parce que qu'est-ce que ça veut même dire d'être leader? Leader, c'est juste quelqu'un qui peut mobiliser des gens autour d'une cause. Si moi, ma cause, c'est que mon quartier soit propre, tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense aussi il faut pas qu'on se dise que déjà, il ne faut pas qu'on se dise que être leader, c'est quelque chose de spécial et c'est de quelque chose qui se fait à une grande échelle. Je pense que tout le monde a des capacités de leadership. Par contre, ce que tout le monde n'a pas, c'est comment on dit ça? C'est, je dirais, la passion et l'engouement d'aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas obligé parce qu'en même temps, si on sait qu'on n'a pas la passion et la force surtout, parce que c'est quand même une bataille, et la force d'aller jusqu'au bout, qu'on soutienne quelqu'un qui peut le faire. Et ça aussi, c'est une forme de leadership, c'est de partager ça. Donc, je pense aussi, et c'est aussi si on nous met la pression chez nous, ah, Kev, ton cousin X a fait ça, toi tu es là, c'est de dire, mais s'il veut faire ça, super, comment est-ce que je peux lui venir en aide? Ou si ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, mais c'est aussi de dire, c'est pas obligé, quoi, comme on dit, c'est pas pour tout le monde et it's okay. Tout le monde ne peut pas être leader. Non, mais c'est hyper important de parler de tout ça parce qu'il y a une certaine charge mentale qu'on peut avoir, que ce soit dans nos cercles familiales, que ce soit au travail. C'est une charge mentale qu'on peut avoir de vouloir absolument être au devant, de réussir, alors que je pense qu'on peut être leader en soutenant des causes qui nous tiennent à cœur, en contribuant dans le bien-être de notre famille, de nos amis. Ça aussi, c'est une forme de leadership. C'est juste un mot qui est devenu très célèbre et qu'on emploie pour tout le temps. Donc, c'est important de le rappeler. Je vais juste poser la question de Inès qui dit, en tant que jeune, comment réussir à se positionner en leader afin de faire les choses sur des questions type dites de personnes âgées? Alors, si je n'ai pas compris, peut-être que... Quelles sont ces questions-là? Est-ce que Inès peut nous dire? Inès, est-ce que tu peux unmute et expliquer ta question, s'il te plaît? Moi, je veux juste en Oui, fait bonjour savoir tout le c'est monde. quoi la thématique des personnes âgées. Donc, je dirais tout ce qui est par exemple en rapport avec le mariage forcé, tout ce qui est les violences faites aux femmes, les violences intergénérationnelles, etc., etc. Donc, c'est ce genre de questions-là où, comme tout à l'heure, comme il a dit Kevin, tout ce qui est les questions d'écologie, donc dans ce contexte-là, en fait. Mais déjà, de un, je dirais que tout ça, là, par exemple, le mariage précoce, c'est pas une thématique des aînés. En Guinée, le réseau des jeunes femmes leaders de Guinée, elles ont tous moins de 30 ans
mais elles ont un système à la fac ou au lycée. Quand il y en a une qui vient dire « mes parents vont me marier », c'est ces jeunes filles-là qui vont à la police, qui disent à la police « à telle heure, dans tel quartier, à tel endroit, on veut marier cette fille-là de force, la loi dit que c'est interdit, allons-y ». Et ils débarquent là-bas avec la police. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on se dise qu'il y a des thématiques qui sont pour les aînés. Ça, surtout dans le monde dans lequel on existe, où on est connecté, où on est tous, d'une manière ou d'une autre, affectés par tout ce qui se passe, il n'y a rien qui appartient aux aînés ou qui appartient aux jeunes. Ce qui est différent, c'est le nombre d'années qu'on a passé à, par exemple, faire quelque chose. Bien sûr, il y a des gens qui travaillent sur l'écologie depuis plus de 20 ans, mais ça ne veut pas dire que moi, Nadia, je n'ai pas quelque chose à apporter ou que ma passion n'a pas à être exprimée parce qu'il y a quelqu'un qui le fait depuis. Parce que l'âge n'a rien à voir avec la capacité de quelqu'un à faire quelque chose ou à comprendre quelque chose ou même à apporter quelque chose de nouveau. Il y a un célèbre photographe kényan qui dit, après 30 ans, on ne peut pas apporter de pensée nouvelle parce qu'on est vieux. D'accord? Donc, qui va amener ces pensées nouvelles-là si tout est thématique d'aînés? Il faut qu'on commence à écouter ceux qui ont 15 ans, ceux qui ont 20 ans, etc. Donc, il faut déjà il faut arrêter de se dire que c'est la thématique des aînés, déjà de un. Et puis de deux, de juste se dire, si toi, tu es intéressé par la question des mariages précoces, est-ce que tu connais des gens dans ton environnement immédiat ou dans ton environnement professionnel qui soit travaillent dessus ou qui ont été touchés par ça? Ou même dans ta ville, par exemple, est-ce qu'il y a des associations qui travaillent dans ça, qui voudraient que tu fasses du volontariat avec eux? Et donc, c'est surtout c'est d'essayer de tisser ce genre de réseau, comme on peut dire, pour pouvoir déjà s'impliquer et de s'impliquer de manière visible, si c'est ce qu'on veut. Si on veut s'impliquer de manière invisible aussi, c'est possible. Mais il n'y a pas, à mon avis, sincèrement, il n'y a pas de thématique qui est pour les aînés ou des thématiques qui est pour les vieux. Ça, je le résiste fort, avec beaucoup de force. Et je suis désolée pour mes anglicismes. Je ne travaille pas beaucoup en français, du coup. Je pense que... Merci beaucoup. Inès, tu peux poser ta deuxième question, du coup, sur la charge. Oui, du coup, tout à l'heure, on a parlé de charge mentale. Donc, je voulais savoir, en tant que leader, entre guillemets, comment en fait gérer cette charge mentale, donc par rapport au travail qu'on fournit sur le terrain, etc., etc., et même au niveau de nos familles, parce que bon, souvent, elles vont pas comprendre les différentes thématiques sur lesquelles on va s'engager. Donc, comment gérer cette charge mentale et réussir à, entre guillemets, pouvoir séparer du coup son travail en tant que leader et sa vie personnelle. Je pense qu'il faut toujours choisir quand c'est le moment de parler ou quand c'est le moment de ne pas parler, déjà de un. Surtout, on a tous ça dans nos familles, il y a toujours quelqu'un qui va te dire « Ah, mais toi, etc. » Donc, je pense qu'il y a des contextes ou des moments où il faut qu'on se dise « Écoute, est-ce que mon énergie a vraiment besoin d'être perdue dans ce débat-là ? Est-ce que si je m'implique dans ce débat, ça va changer quelque chose ?» Et donc, je pense qu'il faut toujours se demander si on est dans le bon cadre déjà pour partager son énergie. Et si on veut quand même exprimer son désaccord, on peut. Moi, j'ai une amie, elle, si elle n'est pas d'accord, surtout si c'est dans un cadre à la maison ou avec des amis, elle te dit juste, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai des arguments, mais ce n'est pas le moment, donc on en reparlera une autre fois. Et après, elle te fait un mail ou bien vous vous retrouvez. Et donc, je pense que déjà, il faut choisir quand on va acheter un problème, comme on dit au Cameroun, et quand on va le laisser. Le deuxième truc, c'est il faut toujours avoir son petit cercle. Moi, quelque chose qui m'a toujours aidé, c'est d'avoir mon petit cercle de personnes avec qui, peut-être qu'on n'avait pas le même avis sur tout, mais on a quand même les mêmes valeurs sur certaines thématiques et ça nous permet vraiment, même si c'est une fois par mois, une fois tous les 2 mois, de juste échanger, des personnes chez qui tu peux aller et dire « mais tu sais, ça m'est arrivé aujourd'hui » et tu peux juste t'exprimer sans avoir peur que la personne
va te poser 20 000 questions ou va aller en parler à d'autres personnes, etc. Donc, il faut il faut avoir ce petit cercle-là de soutien un peu. Et puis, il faut en fait protéger son énergie comme j'ai dit. Il faut vraiment choisir, il faut être stratégique et choisir quand on intervient et quand on n'intervient pas. Et ça ne veut pas dire, si on n'intervient pas, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord ou ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à apporter, mais ça veut juste dire qu'on a fait le choix en ce moment-là de se protéger soi-même parce que après, si ta santé mentale n'y est plus, tu ne peux rien apporter à personne. Donc, je pense que ce sont c'est des choses. Et souvent aussi, s'il y a des moments où on ne peut pas résister et on est obligé quand même d'interagir, il faut après prendre le temps de de se retrouver, de se calmer un peu avant encore de retourner dans la bataille. Parce que quoi qu'on dise, c'est toujours, on est surtout quand on est jeune leader, en tout cas dans certains contextes, on est toujours en train de clash avec les gens, malheureusement. Oui, c'est pas faux. Non, mais c'est vraiment une discussion hyper passionnante. En tout cas, merci à Inès pour cette question. Je pense que la charge mentale revient souvent dans les discussions, surtout en ce moment. Donc, c'est bien de rappeler ces éléments. On va conclure. J'aimerais savoir, Nadia, si tu as un dernier message ou en tout cas des conseils, des recommandations. Peut-être que tu as des lectures à conseiller, des outils. En quelques mots aux participants de cette discussion. On puisse clôturer sur cette note. Déjà, je pense qu'il faut se renseigner sur le situational leadership. Je ne sais pas comment on le dit en français malheureusement, mais ça permet vraiment d'apprendre comment adapter son leadership à une situation ou à une personne pour pouvoir vraiment atteindre ses objectifs. Et vraiment, le dernier mot, c'est de dire il faut toujours écouter pour comprendre et pas écouter pour répondre. C'est très difficile, mais c'est très important parce que ça permet vraiment de pouvoir s'engager dans des causes ou dans des échanges de la manière la plus limpide possible. On le fera sans comment on dit ça, sans biais, parce qu'on a vraiment écouté pour comprendre l'autre et on l'a écouté sans penser à qui il était. Est-ce que c'était parce que c'était une personne vieille? Est-ce qu'on a des préjugés par rapport à cette personne? Il faut toujours, en tant que leader, en tout cas, et surtout leader intergénérationnel, écouter pour comprendre et non écouter pour répondre. Donc, c'est mon mot de la fin. Non, mais c'est très beau. Moi, j'adhère totalement. C'est bien noté. C'est bien noté. Bah, écoute, merci beaucoup, Nadia. Je vais demander aux participants. Oh, c'est malheureux qu'Adija, elle a rejoint la conversation à la fin. Mais j'aimerais bien que vous me rejoigniez avec vos caméras ou at least vos micros pour remercier Nadia de nous avoir accordé cette heure-là et de nous avoir partagé ses conseils sous forme d'une discussion très spontanée. Je pense que ça aussi, c'est très utile de ne pas juste avoir une présentation, mais d'échanger spontanément 1 heure, un dimanche, pour s'inspirer mutuellement. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Merci beaucoup. Nadia. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup. Ciao. Merci à tous et à toutes. Merci, Nadia. Merci beaucoup. Bientôt. Au revoir. La vidéo a été enregistrée, donc si jamais vous voulez la regarder ou la partager avec votre entourage, elle sera sur YouTube d'ici la semaine prochaine. Et voilà, sachez que quand vous participez à une discussion, on forme un petit peu ce réseau, donc n'hésitez pas à ajouter l'une ou l'autre, l'intervenante sur LinkedIn. Moi, Nadia, je l'ai connue aussi comme ça, très spontanément. Donc, sachez que le leadership fonctionne aussi comme ça. Moi, j'ai eu la chance, j'ai pris la démarche de parler à Nadia parce que ses centres d'intérêt correspondaient aux miens. Et j'ai essayé de pousser un peu plus loin pour lui permettre de partager ses conseils parce que je la trouvais très intéressante et j'espère que ça a été utile à chacun d'entre vous, parce qu'il y a aussi Kevin. Et voilà, essayez d'adopter cette démarche parce que ça coûte rien et que c'est très rapide. Et j'espère vraiment que cette heure de discussion a été utile et je vous encourage vraiment à suivre nos plateformes, à solliciter les gens sur les réseaux, LinkedIn, Facebook, quand vous avez une question, quand vous avez un doute. C'est toujours utile de sortir